Le premier son fut un bip. Aigu. Régulier. Impitoyable. Il perforait le brouillard cotonneux de ma conscience comme une aiguille dans de la laine. Puis vint la lumière. Une lumière blanche. Crue. Qui brûlait mes paupières même closes. J'ai essayé de bouger un doigt. Il a répondu. Mais avec une lenteur infinie. Comme un message envoyé depuis l'autre bout du monde. Ma gorge était sèche. Un désert de sable. Des voix flottaient. Lointaines. Indistinctes. Des bribes de conversation. L'ordonnance de ne pas réanimer avait été signée. Mais le docteur Martel a quand même insisté. Une décision difficile. Ses enfants. Les mots tourbillonnaient sans trouver de prise. Une ordonnance? Ne pas réanimer? Mes enfants? Un frisson glacial a parcouru mon corps. Plus terrifiant que n'importe quelle douleur physique. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai essayé de crier. Mais seul un râle rauque s'est échappé. Le brouillard s'est épaissi à nouveau. M'entraînant vers le bas. Vers le silence. Mais une question est restée. Gravée au fer rouge dans mon esprit confus, pourquoi mes enfants auraient-ils voulu que je meure? L'obscurité m'a repris. Mais elle n'était plus paisible. Elle était peuplée de questions sans réponse. 2 semaines plus tôt, le monde avait encore un sens. Le soleil d'automne filtrait à travers les hautes fenêtres de mon appartement du 6e arrondissement, jetant des rectangles dorés sur le parquet ciré. De mon fauteuil, je pouvais voir les arbres du parc de la Tête d'Or commencer à revêtir leur couleur de feu. C'était une vue que j'aimais. Une vue qui me calmait. Depuis la mort d'Hélène, ma femme. 2 ans auparavant, le calme était devenu une denrée rare et précieuse. L'appartement, autrefois rempli de ses rires et du parfum de ses roses, était maintenant un sanctuaire silencieux. Chaque objet, chaque recoin, était imprégné de son souvenir. Sa tasse à thé préférée sur la cheminée. Son livre à moitié lu sur la table de chevet. Parfois, je lui parlais à voix haute, juste pour entendre le son d'une conversation. C'était ma façon de survivre au silence. Mes enfants, eux, ne comprenaient pas. Ils voyaient cet endroit non pas comme un mémorial, mais comme un mausolée. Antoine, mon fils aîné, un homme de 45 ans dont le cœur battait au rythme de la bourse, m'appelait chaque mardi. Nos conversations étaient prévisibles. Après les banalités sur ma santé, il en venait toujours à l'essentiel. Papa, as-tu pensé à optimiser ton portefeuille? Cet appartement est un capital dormant. On pourrait en tirer un prix incroyable sur le marché actuel. Il parlait de mon foyer comme d'une ligne dans un bilan comptable. Je l'écoutais. Un soupir lasse au fond de la gorge. Et je changeais de sujet. Sophie, ma fille, était différente. Plus subtile. Plus douce. À 42 ans, elle avait perfectionné l'art de la sollicitude calculée. Elle m'appelait presque tous les jours. Papa, tu as bien pris tes médicaments? Tu n'as pas trop froid? Ces questions étaient un baume sur ma solitude. Jusqu'à ce que la conversation dérive inévitablement. Au fait, papa, j'ai vu un placement formidable. Mais il faudrait débloquer des fonds. Tu sais, pour assurer notre avenir. Notre avenir. Comme si mon présent n'avait plus d'importance. Je savais qu'ils s'inquiétaient. À leur manière. Une manière égoïste. Matérialiste. Mais je me disais que c'était l'époque qui voulait ça. J'étais un homme d'un autre temps. Un ancien soyeux lyonnais pour qui la parole donnée et l'honneur familial avaient plus de valeur que n'importe quelle action en bourse. J'excusais leur impatience.
Leur cupidité. En me disant qu'ils ne savaient pas faire autrement. L'amour d'un père est une forme d'aveuglement volontaire. Je voyais les signaux. Les petits drapeaux rouges plantés tout au long de nos conversations. Mais je choisissais de les ignorer. Je choisissais de ne voir que mes enfants. Les deux êtres qu'Hélène et moi avions mis au monde. Ceux que j'aimais plus que tout. Cette illusion confortable s'est brisée un jeudi après-midi. Dans le cabinet lambrissé du professeur Allègre. Mon cardiologue. Il a accroché mes radios sur le négatoscope. La lumière blanche traversant les ombres de mes os et de mes organes. Son visage était grave. Henri. A-t-il commencé? Sa voix douce mais sans équivoque. Votre artère coronaire est sévèrement obstruée. Nous ne pouvons plus attendre. Il nous faut envisager un pontage. Un double pontage? Pour être précis. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. La chirurgie à cœur ouvert. À 72 ans. Les mots sonnaient comme une condamnation. Quels sont les risques? Ai-je demandé? Ma propre voix me semblant lointaine. Le professeur Allègre a été honnête. L'opération était complexe. Mon âge et mon état général en faisaient une procédure à haut risque. Mais, a-t-il ajouté, c'était ma seule chance. Sans cela, il me donnait 6 mois. 1 an. Tout au plus. Je suis rentré chez moi en marchant. Le long des quais du Rhône. Le vent d'automne me giflait le visage. Mais je ne le sentais pas. Mon monde intérieur était en tumulte. La mort ne me faisait pas peur. J'avais vécu une vie pleine. J'avais aimé une femme merveilleuse. Mais l'idée de partir, de laisser tout cela derrière moi. L'idée de ne plus jamais voir le soleil se lever sur le parc. De ne plus jamais sentir l'odeur du café le matin. Une tristesse profonde m'a envahi. Et puis, une autre pensée, plus forte, a émergé, le combat. Je n'étais pas prêt à abandonner. Pas encore. J'avais encore des choses à faire. Des souvenirs à honorer. Je voulais vivre. Le soir même, j'ai appelé Antoine et Sophie. Ma voix était plus ferme que je ne l'aurais cru. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Pouvez-vous venir demain soir? Tous les deux. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Le silence de ceux qui s'attendent au pire. Ou peut-être au meilleur. Ils sont arrivés le lendemain. À l'heure convenue. Antoine, dans son costume impeccable, regardant sa montre comme si chaque seconde passée ici était une perte d'argent. Sophie, le visage empreint d'une tristesse préfabriquée, tenant un bouquet de fleurs qui semblait déjà fané. Je les ai fait asseoir dans mon bureau. La pièce où j'avais pris toutes les décisions importantes de ma vie. Les murs étaient couverts de livres et de souvenirs. Une photo d'Hélène, jeune et souriante, trônait sur mon bureau. Je leur ai annoncé la nouvelle sans détour. La nécessité de l'opération. Les risques. Les chances. J'ai vu la lueur dans les yeux d'Antoine. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était un calcul. Il voyait déjà les chiffres. Les pourcentages. La succession. Sophie. Elle. A sorti un mouchoir et l'a porté à ses yeux. Mais aucune larme n'est venue. C'était une performance. Et elle était une mauvaise actrice. Mon cœur s'est serré. Pour la première fois. Leur indifférence était si palpable qu'elle en devenait douloureuse. J'ai pris une profonde inspiration. Écoutez-moi attentivement. Ai-je dit. Mon ton ne laissant place à aucune ambiguïté. Il y a quelque chose que je dois mettre au clair avec vous. On appelle ça des directives anticipées. Ma volonté. Si les choses tournent mal.
J'ai sorti de mon tiroir 2 copies d'un document que j'avais rédigé avec mon avocat. Maître Dubois. Des années auparavant. C'était un document simple. Clair. Je veux vivre. Je me battrai. Et je veux que les médecins se battent pour moi. Quoi qu'il arrive pendant cette opération, je veux que vous exigiez qu'ils fassent absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour me maintenir en vie. Chaque machine. Chaque traitement. Chaque seconde. C'est clair? Je les ai regardés fixement, cherchant un signe. Une étincelle de véritable émotion. Sophie a reniflé. Bien sûr. Papa. Comment peux-tu en douter? Nous voulons seulement ton bien. Ses mots étaient mielleux. Mais ses yeux restaient froids. Antoine a simplement hoché la tête. C'est noté. Papa. On fera ce qu'il faut. Son ton était celui d'un homme qui accepte les termes d'un contrat sans les lire. Je leur ai tendu les enveloppes. Gardez ça. C'est une copie de mes volontés. L'original est chez Maître Dubois. Ils ont pris les documents comme on prend un fardeau. En les raccompagnant à la porte, Sophie m'a serré dans ses bras. Son étreinte était vide. Fragile comme du papier de soie. Tout ira bien. Papa. Tu es fort. Antoine m'a donné une poignée de main molle. Tiens-nous au courant des dates. Ils sont partis, me laissant seule dans le grand silence de l'appartement. J'ai fermé la porte et je me suis appuyée contre elle. Le cœur lourd. J'avais fait ce qu'il fallait. J'avais confié ma vie à mes enfants. À ce moment-là, dans mon aveuglement et mon amour, je pensais encore que c'était la chose la plus sûre à faire. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. La semaine qui a suivi a été un tourbillon de rendez-vous médicaux et de préparatifs. J'ai rencontré l'anesthésiste, le chirurgien. J'ai signé des dizaines de formulaires de consentement. J'ai même eu une brève conversation avec un jeune médecin interne, le docteur Martel. Il avait des yeux vifs et intelligents, et une manière d'écouter qui semblait sincère. Il m'a posé des questions sur ma vie. Sur mes passions. Pas seulement sur mes symptômes. Il a remarqué la photo d'Hélène sur ma table de chevet. Elle était belle, a-t-il dit simplement. J'ai apprécié ce moment d'humanité au milieu de la froideur médicale. La veille de l'opération, Antoine et Sophie sont revenus. Ils étaient différents. Plus attentifs. Presque tendres. Sophie m'a apporté un velouté de potimarron. Fait maison, disait-elle. Même si je reconnaissais le bocal d'un traiteur de luxe. Antoine m'a parlé de son fils. Mon petit-fils. Et de ses exploits au football. Ils jouaient leur rôle à la perfection. Ils étaient les enfants dévoués au chevet de leur père malade. Cette fausse affection était presque plus douloureuse que leur indifférence habituelle. C'était comme s'ils répétaient déjà leur rôle pour l'après. Ce soir-là, seul, j'ai eu peur. Pas de la mort, mais de l'oubli. J'ai pris un vieux carnet et j'ai commencé à écrire une lettre pour Hélène. Comme je le faisais parfois. Je lui racontais ma journée. Mes craintes. Mon espoir de la rejoindre le plus tard possible. En écrivant, une paix étrange s'est installée en moi. J'étais prêt. J'avais mis mes affaires en ordre. J'avais réaffirmé mes volontés. J'avais confiance. La confiance est une chose fragile. Elle peut être brisée en un instant. Et le bruit qu'elle fait en se brisant peut résonner pour le restant de votre vie. Le matin de l'opération, l'hôpital était un ballet silencieux et efficace. Des infirmières allaient et venaient, vérifiant mes constantes, me posant des questions auxquelles j'avais déjà répondu 10 fois. Antoine et Sophie étaient là, assis de part et d'autre de mon lit.
Leurs visages composés en masques de circonstance. Ils ressemblaient à des personnages d'une pièce de théâtre tragique, attendant que le rideau se lève. Ils m'ont dit des mots rassurants. Des banalités vides de sens qui flottaient dans l'air stérile de la chambre. On est là. Papa. Ne t'inquiète pas. Pense à des choses agréables. Je hochai la tête. Déjà distant. Mon esprit se préparant à la grande absence. Un brancardier est venu me chercher. Le voyage à travers les couloirs de l'hôpital de la Croix-Rousse était surréaliste. Les plafonds blancs défilaient au-dessus de moi, ponctués par les néons blafards. Je voyais les visages de mes enfants qui marchaient à mes côtés, déformés par la perspective. Leurs expressions étaient illisibles. Étaient-ce de l'inquiétude? De la pitié? Ou l'excitation macabre de celui qui attend la fin d'un spectacle? Je me suis forcé à croire que c'était de l'amour. C'était la dernière pensée réconfortante à laquelle je pouvais me raccrocher. Devant les portes du bloc opératoire, le brancardier s'est arrêté. C'était le moment des adieux. Sophie s'est penchée et a déposé un baiser froid sur mon front. « Je t'aime. Papa » a-t-elle murmuré. Mais ses yeux regardaient déjà au-delà de moi, vers l'horloge murale. Antoine m'a simplement posé une main sur l'épaule. « Bon courage » a-t-il dit. D'un ton neutre. Comme s'il me souhaitait bonne chance pour une réunion d'affaires. Puis les portes se sont refermées sur eux. Et je suis entré dans le monde froid et métallique de la chirurgie. Le souvenir suivant est un mélange confus. Le visage masqué de l'anesthésiste au-dessus de moi. Une voix douce disant, « Comptez jusqu'à 10 ?» Monsieur Blanchard. Je me souviens d'avoir pensé à Hélène. À son sourire le jour de notre mariage. 1. 2. Le froid du produit anesthésique se répandant dans mes veines. 3. 4. Une dernière image des arbres du parc, flamboyants sous le soleil d'automne. 5. Puis, le néant. Un néant total, profond, sans rêve. C'est dans ce silence absolu que mes enfants ont agi. C'est là, pendant que mon cœur était arrêté et que ma vie était entre les mains d'autres hommes, qu'ils ont prononcé ma condamnation. Je l'ai appris bien plus tard, reconstituant les événements pièce par pièce, comme un détective enquêtant sur le meurtre de sa propre vie. Dès que les portes du bloc se sont refermées, ils ne sont pas allés à la salle d'attente. Ils se sont dirigés directement vers le bureau des admissions, puis vers celui de l'administration de l'étage. Ils avaient l'air pressés, déterminés. Ils ont demandé à voir le chef de service, ou du moins son représentant. Ils ont été reçus par un administrateur, un homme habitué à gérer les angoisses des familles. Antoine a pris la parole, sa voix grave et assurée. Il a expliqué que, suite à une longue et douloureuse discussion familiale, ils avaient pris une décision difficile concernant les soins de leur père. Sophie, à côté de lui, sortait son mouchoir, jouant à la perfection son rôle de fille éplorée. Ils ont sorti de leur porte-document un papier. Ce n'était pas la copie de mes directives anticipées que je leur avais données. C'était un autre document. Un mandat de protection future, apparemment signé de ma main, leur donnant le pouvoir de prendre toutes les décisions médicales à ma place. Un faux grossier? Probablement. Mais dans l'urgence et la confusion, personne n'a pris le temps de vérifier. Fort de ce document frauduleux, ils ont présenté leur requête. Notre père est un homme fier, a commencé Sophie, sa voix tremblante de fausse émotion. Il ne voudrait jamais vivre diminué, branché à des machines. Il nous l'a toujours dit. Sa plus grande peur est de devenir un fardeau. Antoine a enchaîné.
Plus direct. Nous voulons que vous ajoutiez une ordonnance de ne pas réanimer à son dossier. Une limitation des thérapeutiques actives. S'il y a des complications. S'il y a un choix à faire. Nous voulons qu'on le laisse partir en paix. L'administrateur, probablement ému par cette démonstration de courage familial, a accédé à leur demande. La machine administrative s'est mise en marche. Une note a été ajoutée à mon dossier informatique. Un formulaire a été signé. En quelques minutes, à l'insu de l'équipe chirurgicale qui se battait pour moi à quelques mètres de là, ma volonté avait été trahie. Le filet de sécurité que j'avais cru mettre en place avait été remplacé par un couperet. Il n'avait pas seulement ignoré mes souhaits. Il les avait activement contredits. Il ne s'était pas contenté d'espérer une complication. Il s'était assuré qu'elle serait fatale. Pendant ce temps, au bloc opératoire, l'opération suivait son cours. Le professeur Allègre et son équipe travaillaient avec une concentration intense. Mon cœur était arrêté, relié à une machine cœur-poumon qui assurait la circulation de mon sang. Les heures passaient. Le premier pontage a été un succès. Puis le second. Le moment critique approchait, celui où il fallait sevrer la machine et faire repartir mon cœur. C'est là que tout a basculé. Le moniteur cardiaque, qui devait afficher un rythme régulier, est resté désespérément plat. Mon cœur, affaibli par l'intervention, refusait de reprendre son travail. Une fibrillation. Une arythmie chaotique. Dans la salle, la tension est montée d'un cran. C'était une complication rare, mais possible. Le protocole était clair, massage cardiaque, adrénaline, et si nécessaire, le défibrillateur électrique. Le professeur Allègre a demandé les palettes. Une infirmière s'est approchée du terminal informatique pour noter l'incident et a vu la notification qui venait d'apparaître, surlignée en rouge. « Attendez. Professeur. » a-t-elle dit. Sa voix soudainement tendue. Il y a une ordonnance LATA. Signée par la famille. Pas de réanimation. Un silence de mort est tombé sur la salle d'opération. Le temps s'est suspendu. Le seul son était le sifflement de la machine cœur-poumon et le bip strident et continu du moniteur plat. Le professeur Allègre, les mains encore gantées, s'est tourné vers l'écran, incrédule. Il avait parlé avec moi. Il savait. Mais la procédure, la loi, était claire. Une ordonnance signée par les mandataires légaux du patient devait être respectée. Il a levé les yeux vers son équipe. Des visages défaits, impuissants. Le combat était terminé avant même d'avoir commencé. C'est à ce moment précis que le docteur Luc Martel, le jeune interne qui m'avait parlé la veille, a commis un acte d'insubordination qui allait changer le cours de ma vie. Et de la sienne. Il était en observation dans un coin de la salle, son rôle étant d'apprendre. Mais il n'a pas vu un protocole. Il a vu un homme, l'homme avec qui il avait parlé de sa femme et de sa passion pour les livres. Il a vu la lueur de vie dans mes yeux la veille, ma détermination. Et il a vu, à travers la vitre qui donnait sur le couloir, le visage de mes enfants. Il a vu leur calme, leur absence totale de panique. Il a vu Antoine regarder sa montre. Et quelque chose s'est brisé en lui. Un sentiment d'injustice. Non, a-t-il dit. Sa voix claire et forte dans le silence. Tout le monde s'est tourné vers lui. Le professeur Allègre l'a fusillé du regard. Docteur Martel, vous n'avez pas la parole. Mais Luc a continué, s'avançant vers le centre de la salle. Cet homme veut vivre. Il me l'a dit. Regardez sa famille. Ils ne sont pas en deuil.
Ils attendent. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'était un risque insensé. Il mettait sa carrière en jeu sur une intuition. Le professeur Allègre a hésité. 1 seconde. 2 secondes. Des secondes qui contenaient toute une vie. Il a regardé le moniteur plat. Il a regardé le visage du jeune interne, vibrant de conviction. Et il a pris sa propre décision. Au diable le protocole, a-t-il grondé. Chargé à 200 joules. Les palettes ont été appliquées sur ma poitrine. Mon corps a sursauté sous le choc électrique. Rien. L'équipe a recommencé. Chargé à 300. Un autre choc. Un soubresaut. Et puis. Un miracle. Un petit pic sur l'écran. Un autre. Lent. Irrégulier. Mais c'était là. Un rythme. Faible. Fragile. Mais c'était le rythme de mon cœur qui reprenait vie. Dans la salle d'opération. Un soupir collectif de soulagement. Il l'avait fait. Il m'avait ramené. De l'autre côté de la vitre. Antoine et Sophie ont vu l'agitation. Puis le retour au calme. Ils ont vu le professeur Allègre lever le pouce. Ils ont vu le rythme cardiaque s'afficher sur un écran de contrôle. Et sur leur visage, ce n'était pas de la joie que Luc Martel a discerné. C'était une déception froide, presque imperceptible. La déception de ceux qui voient leur plan si soigneusement élaboré s'effondrer. Ils avaient essayé de me tuer avec un stylo et une signature. Et ils avaient échoué. Moi. Pendant tout ce temps, je dormais. Je flottais dans le grand rien, ignorant le drame qui se jouait pour ma propre vie. J'ignorais que j'avais frôlé la mort non pas à cause de la maladie, mais à cause de la cupidité. J'ignorais que j'avais été sauvé non pas par l'amour de ma famille, mais par le courage d'un étranger. Mon réveil allait être la chose la plus douloureuse de toute mon existence. Les jours qui ont suivi mon retour du néant sont un patchwork de souvenirs flous et de sensations fragmentées. La douleur dans ma poitrine, vive et profonde. Un rappel constant de la violation de mon corps. Le goût métallique des médicaments. Les visages des infirmières. Changeants. Souriants mais professionnels. Flottant au-dessus de moi comme des lunes bienveillantes. Et puis, il y avait les visages de mes enfants. Ils étaient là. À mon réveil aux soins intensifs. Leurs expressions étaient un mélange complexe. Un tableau que je n'ai su déchiffrer que bien plus tard. Il y avait du soulagement. Bien sûr. Un soulagement public. Pour les médecins et le personnel. Mais sous la surface, il y avait autre chose. Une tension. Une sorte de contrariété. Comme celle d'un joueur qui a misé sur le mauvais cheval. Papa. Tu nous as fait si peur. A murmuré Sophie en me prenant la main. Sa peau était fraîche. Mais sa poigne était sans chaleur. Antoine se tenait en retrait. Les bras croisés. Les médecins disent que tu es un miraculé. Un miraculé. Le mot a résonné étrangement. J'étais trop faible pour parler. Trop confus pour questionner. J'ai simplement accepté leur présence. Leur sollicitude. Comme un homme assoiffé accepte un verre d'eau. Sans en interroger la source. L'amour est une habitude. Et même face à l'étrangeté de leur comportement. Mon cœur de père s'accrochait à cette habitude. Je voulais croire à leur sourire. À leurs mots doux. J'avais désespérément besoin d'y croire. Ma convalescence a été lente. Des soins intensifs. Je suis passée à une chambre individuelle dans le service de cardiologie. C'était une belle chambre. Avec une grande fenêtre donnant sur les toits de Lyon. Le monde extérieur revenait à moi par bribes. Le son des sirènes dans le lointain.
Le cri des mouettes remontant le Rhône. La couleur du ciel changeant au fil des heures. Ma force revenait peu à peu. Je pouvais m'asseoir dans un fauteuil, lire quelques pages d'un livre, tenir une conversation cohérente. Antoine et Sophie continuaient leur visite. Ils m'apportaient des journaux, des fruits, des nouvelles du monde des affaires qui me semblaient appartenir à une autre vie. Ils étaient prudents. Ils ne parlaient jamais de l'opération en détail, jamais des complications. Ils parlaient du futur. De ma maison de retraite, de la gestion de mes finances pour me soulager. Leur empressement était à peine voilé. Ils tournaient autour de mon héritage comme des vautours patients, attendant que la vie finisse son œuvre. Et moi, dans mon état de faiblesse, je commençais à ressentir un malaise grandissant. Une dissonance entre leurs paroles attentionnées et l'avidité froide dans leurs regards. Le docteur Martel venait me voir tous les matins. Il était différent des autres médecins. Il prenait le temps. Il ne regardait pas seulement mes moniteurs et mes analyses. Il me regardait. Moi. Il me demandait comment je dormais. Si j'avais des angoisses. Il y avait une sorte de gravité en lui. Une intensité qui me troublait. Parfois, je surprenais son regard posé sur moi avec une expression étrange. Un mélange de pitié et de colère. Je sentais qu'il voulait me dire quelque chose. Mais qu'il en était empêché par une force invisible. Le secret médical ou la hiérarchie de l'hôpital. La révélation est venue une semaine après mon réveil. C'était un mardi matin pluvieux. Les gouttes de pluie zébraient la fenêtre de ma chambre. Une femme que je n'avais jamais vue a frappé doucement à ma porte. Elle était élégante. La cinquantaine. Avec un visage doux mais déterminé. Elle s'est présentée comme Madame Girbal, médiatrice de santé et membre du comité d'éthique de l'hôpital. Elle m'a expliqué que sa visite faisait partie d'une procédure de routine suite à des événements inhabituels survenus lors de mon intervention. Le mot inhabituel a immédiatement capté mon attention. Je l'ai invitée à s'asseoir. Elle a commencé avec une prudence infinie, choisissant ses mots avec le soin d'un démineur. Elle a parlé de l'importance des directives anticipées, du respect de la volonté du patient. Puis, elle a abordé le sujet. Monsieur Blanchard. Lors de votre opération, un arrêt cardiaque est survenu. C'est une complication connue. Cependant, une ordonnance de ne pas réanimer avait été ajoutée à votre dossier le matin même de l'intervention. J'ai froncé les sourcils. Une ordonnance ? Mais c'est le contraire de ce que j'ai demandé. J'ai donné des instructions très claires à mes enfants. Madame Girbal a eu un léger hoquet. Presque imperceptible. L'ordonnance a été demandée par vos enfants ? Monsieur. Ils ont présenté un mandat de protection future qui leur donnait le pouvoir de décision. Le monde a cessé de tourner. Les bips de la machine à côté de moi semblaient venir de très loin. Un froid glacial a envahi ma poitrine. Bien plus douloureux que la cicatrice de mon opération. J'ai regardé la femme, essayant de trouver une erreur, une faille dans son récit. Un mandat ? Je n'ai jamais signé un tel mandat. Nous le savons, a-t-elle dit doucement. Enfin, nous le suspectons fortement. C'est là que la situation devient inhabituelle. Normalement, l'équipe médicale aurait dû respecter cette ordonnance. Mais un jeune médecin, le docteur Martel, a désobéi. Il a insisté pour procéder à la réanimation, contre l'avis de ses supérieurs et contre le document fourni par votre famille. Il a pris un risque professionnel considérable. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans mon esprit avec une clarté brutale et horrifiante. Les larmes de Sophie. Les poignées de main d'Antoine.
Leur calme étrange derrière la vitre du bloc. Leur déception à peine masquée. Et la gravité dans le regard du docteur Martel. Tout prenait sens. Un sens monstrueux. Mes enfants n'avaient pas seulement espéré ma mort. Ils l'avaient planifiée. Ils avaient utilisé mon amour, ma confiance, pour me tendre un piège mortel. Et ils avaient failli réussir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Une vague de froid polaire a tout gelé à l'intérieur de moi. La douleur, la tristesse, l'amour que je ressentais pour eux. Tout a été anesthésié par le choc de cette trahison absolue. J'ai regardé mes mains, posées sur la couverture blanche de l'hôpital. Elles semblaient appartenir à un étranger. Qui était cet homme qui avait élevé des monstres? Qui était ce père si aveugle qu'il n'avait rien vu venir? Madame Girbal continuait de parler, expliquant que l'hôpital avait lancé une enquête interne, que le docteur Martel ferait l'objet d'une audition disciplinaire, que le document fourni par mes enfants était en cours d'analyse. Mais je ne l'entendais plus. J'étais tombée dans un abîme de silence. Le père en moi était mort sur cette table d'opération. Un autre homme s'était réveillé à sa place. Un homme dont le cœur, bien que réparé, était désormais fait de glace. Monsieur Blanchard? A demandé doucement la médiatrice. Est-ce que ça va? J'ai relevé la tête. J'ai croisé son regard. Et pour la première fois depuis des années, mon esprit était d'une clarté absolue. La naïveté. L'amour aveugle. Tout cela avait été cautérisé. Il ne restait qu'une seule chose, une détermination froide comme l'acier. Ils avaient voulu mettre un terme à ma vie. J'allais mettre un terme à la leur. Pas en leur faisant du mal physiquement. Non. D'une manière bien plus cruelle. J'allais leur enlever la seule chose qui comptait vraiment pour eux. J'allais leur enlever leur avenir. Oui. Madame Girbal. Ai-je répondu? Ma voix étonnamment calme. Ça va très bien. Pouvez-vous me passer mon téléphone? S'il vous plaît? J'ai un appel à passer. Elle m'a tendu le téléphone. Le premier numéro que j'ai composé était celui de mon avocat et ami de 40 ans. Maître Michel Dubois. Michel. Ai-je dit? Sans préambule. J'ai besoin de toi. Viens à l'hôpital. Nous avons beaucoup de travail. La partie venait de commencer. Et cette fois, je connaissais les règles. Michel Dubois arriva moins d'une heure plus tard. Le voir franchir la porte de ma chambre d'hôpital fut comme voir un phare dans une nuit de tempête. Michel n'était pas seulement mon avocat. Il était le dépositaire de 40 ans de ma vie. De mes triomphes et de mes peines. C'était le seul homme au monde à qui je n'avais pas besoin d'expliquer qui j'étais. Il s'assit près de mon lit. Son visage buriné par le temps empreint d'une inquiétude sincère. Henri. Mon ami. Que se passe-t-il? On m'a dit que tu avais eu des complications. Mais ta voix. Elle est différente. Je n'ai rien caché. D'une voix monocorde? Presque clinique. J'ai tout raconté. La conversation dans mon bureau. Les directives claires que j'avais données. Le rapport du comité d'éthique. Le faux mandat. L'ordonnance de ne pas réanimer. Et l'acte héroïque du jeune docteur Martel. Pendant que je parlais, j'ai vu l'inquiétude sur le visage de Michel se transformer. D'abord en incrédulité, puis en une fureur froide et maîtrisée. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant un long moment, ses doigts tapotant nerveusement la poignée de sa mallette. Les misérables, a-t-il finalement murmuré. Non pas comme une insulte, mais comme un diagnostic. Tenter de tuer leur propre père. Par procuration. C'est d'une lâcheté.
Il s'est levé et a fait les 100 pas dans la petite chambre. Comme un lion en cage. Henri. Nous allons les détruire. Une plainte pour faux et usage de faux. Tentative d'homicide. Ils finiront en prison. J'ai secoué la tête. Non. Michel. Pas la prison. Il s'est arrêté. Surpris. Comment ça? Pas la prison? Ils ont essayé de te tuer? La prison serait trop simple? Ai-je répondu? Ma voix glaciale. Ce serait une punition rapide? Un scandale public? Et puis l'oubli. Ils deviendraient des victimes? Des enfants égarés. Je refuse de leur donner cette satisfaction. Ce qu'ils voulaient, ce n'était pas seulement ma mort. C'était mon argent. Mon héritage. Le fruit de ma vie de travail. C'est ça que nous allons leur enlever. Et nous allons le faire proprement. Légalement. Et d'une manière qui les hantera jusqu'à la fin de leur jour. Michel a compris. Un fin sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Il a repris sa place. A sorti un carnet et un stylo. L'avocat en lui avait pris le dessus. Je t'écoute. Henri. Quel est le plan? Le plan s'est dessiné dans les jours qui ont suivi. C'était un jeu d'échecs, où chaque mouvement devait être calculé avec une précision absolue. La première étape était de contrôler l'information. J'ai demandé à l'hôpital la plus grande discrétion. L'enquête interne sur le docteur Martel devait suivre son cours. Mais rien ne devait filtrer à l'extérieur. Ensuite, j'ai demandé à Michel de faire une chose, vérifier la validité du fameux mandat de protection future. Comme nous nous y attendions, l'analyse graphologique a confirmé que ma signature était une contrefaçon grossière. C'était notre pièce maîtresse. Notre bombe atomique. Que nous gardions précieusement en réserve. La deuxième étape, la plus difficile pour moi, était de continuer à jouer la comédie. Je devais être le père faible. Diminué. Reconnaissant d'être en vie mais trop fatigué pour poser des questions. Quand Antoine et Sophie venaient me voir, je les accueillais avec un sourire las. Je les laissais me parler de leurs projets pour mon confort, pour la sécurité de mes finances. C'était une torture. Chaque mot de sollicitude était un coup de poignard. Chaque geste tendre, une insulte. Je devais réprimer des vagues de haine pure pour maintenir mon masque de vieillard confus. Papa, nous avons parlé à ton gestionnaire de fortune? M'a dit Antoine une semaine après mon réveil. Il y a des placements qui arrivent à maturité. Pour simplifier les choses, nous pensons qu'il serait plus sage de nous donner une procuration générale. Juste pour gérer les affaires courantes. Tu comprends. Pour que tu n'aies à te soucier de rien. Il m'a tendu un document. La procuration. Le but ultime de leur manœuvre. J'ai pris le document. Mes mains tremblant légèrement, un mélange de rage et de jeu d'acteur. Je ne sais pas. Antoine. C'est beaucoup de responsabilité. Mais non. Papa. A roucoulé Sophie. En me caressant le bras. C'est pour te protéger. Tu es encore si fragile. Laisse-nous nous occuper de tout. Fais-nous confiance. Faites-moi confiance. La phrase est restée suspendue dans l'air. Obscène. J'ai baissé les yeux sur le papier. Je vais y réfléchir. Laissez-le-moi. Ils ont échangé un regard. Ils pensaient que j'étais sur le point de céder. Ils ne se doutaient pas que ce document venait de devenir une nouvelle pièce à conviction dans le dossier que Michel était en train de constituer. Pendant ce temps, dans les coulisses, Michel travaillait sans relâche. Il a contacté discrètement tous les membres du conseil d'administration de mon ancienne entreprise.
les informant que j'étais en pleine possession de mes moyens et que des changements majeurs allaient avoir lieu. Il a commencé à préparer la restructuration complète de mon testament. Une tâche complexe qui devait être juridiquement inattaquable. Chaque clause était pesée. Chaque mot choisi pour créer un mur de lois et de règlements que mes enfants ne pourraient jamais franchir. Mon allié le plus inattendu dans cette épreuve fut le docteur Martel. L'enquête interne de l'hôpital, alimentée par l'analyse graphologique que Michel avait fournie officieusement, l'avait innocenté de toute faute professionnelle. Au contraire, son courage avait été salué en interne. Il continuait de venir me voir, mais notre relation avait changé. Le secret qui pesait entre nous avait été levé. Nous pouvions parler ouvertement. Pourquoi avez-vous pris ce risque, Luc ? Lui ai-je demandé un après-midi. Il a regardé par la fenêtre. Pensif. Je ne sais pas exactement. C'était un instinct. J'ai vu vos enfants. Et j'ai vu l'absence de chagrin. J'ai passé ma vie à étudier la science. Mais ce jour-là, j'ai fait confiance à mon humanité. Parfois, le serment d'Hippocrate ne consiste pas à suivre les règles, mais à protéger une vie. J'ai été profondément touché par sa réponse. Cet homme, ce quasi-étranger, avait montré plus de loyauté et de compassion que mon propre sang. Il était devenu une sorte de fils de substitution. Un rappel qu'il existait encore de la décence dans le monde. C'est en parlant avec lui que l'idée centrale de ma vengeance, de ma justice, a pris forme. Je ne voulais pas seulement déshériter mes enfants. Je voulais construire quelque chose à la place. Je voulais transformer leur acte de destruction en un acte de création. Le plan était maintenant complet. Il se déroulerait en 2 temps. D'abord, l'acte légal, froid et implacable. Ensuite, la confrontation finale. Le moment où les masques tomberaient. J'ai attendu encore 1 semaine. Le temps de reprendre assez de force pour pouvoir quitter l'hôpital pour quelques heures. J'ai dit à mes enfants que je devais aller chez le notaire pour une simple formalité concernant une vieille assurance vie de leur mère. C'était un prétexte plausible. Ils m'ont proposé de m'accompagner pour m'aider. J'ai accepté. C'était parfait. Ils allaient être les témoins de leur propre chute. Le jour venu, ils sont venus me chercher à l'hôpital. J'étais en fauteuil roulant. Un accessoire que j'ai insisté pour utiliser afin de parfaire mon image de fragilité. Dans la voiture, ils étaient presque joyeux, persuadés que j'allais enfin leur signer cette fameuse procuration. Nous sommes arrivés dans les bureaux feutrés de Maître Dubois, dans le quartier de la Presqu'île. Michel nous a accueillis avec une gravité professionnelle, sans laisser paraître aucune émotion. Nous nous sommes installés dans la grande salle de réunion. La table en acajou brillait sous la lumière tamisée. Antoine et Sophie se sont assis d'un côté, moi de l'autre, avec Michel à mes côtés. Ils s'attendaient à une réunion de 5 minutes. Michel a commencé. Merci d'être venu. Henri a en effet quelques documents à signer aujourd'hui. Mais avant cela, il souhaitait clarifier certains points concernant sa succession et la gestion de ses biens, à la lumière de ses récents problèmes de santé. Antoine s'est penché en avant, l'air intéressé. Bien sûr. Nous sommes là pour ça. Michel a ouvert un grand dossier. Parfait. Le premier document est une révocation. Henri a décidé de révoquer le mandat de protection future qu'il aurait prétendument signé le mois dernier. Il a fait glisser un papier devant moi. J'ai pris le stylo et j'ai signé. Mon écriture ferme et assurée. Le visage de mes enfants a commencé à changer. Un léger froncement de sourcils pour Sophie. Un raidissement de la mâchoire pour Antoine. Ensuite,
A continué Michel. Imperturbable. Voici une copie du rapport d'un expert graphologue confirmant que la signature sur ledit mandat est une contrefaçon. Il a posé le rapport sur la table. Le silence dans la pièce est devenu lourd. Et enfin, a dit Michel. Sont-on devenant plus dur? Voici le Nouveau Testament de votre père. Il annule et remplace toutes les dispositions antérieures. Il a commencé à lire. Ce n'était pas une simple lecture. C'était une exécution. La voix de Michel Dubois résonnait dans le silence glacial de la salle de réunion. Chaque mot tombant comme une pelletée de terre sur un cercueil. Moi. Henri Blanchard. Saint de corps et d'esprit. Déclare par la présente révoquer l'intégralité de mes testaments précédents. Antoine et Sophie étaient pétrifiés. Leurs visages, autrefois empreints d'une confiance arrogante, étaient maintenant des masques de stupeur. Ils ne comprenaient pas encore l'ampleur de la catastrophe, mais ils sentaient le sol trembler sous leurs pieds. Michel a poursuivi. Sa lecture devenant plus précise, plus chirurgicale. Il a détaillé la liste de mes biens, l'appartement du 6e arrondissement, la maison de campagne dans les Monts d'Or, le portefeuille d'actions, les œuvres d'art, les liquidités. Un patrimoine considérable, assemblé sur toute une vie de travail. L'énumération semblait cruelle. Un rappel de tout ce qu'ils avaient cru à portée de main. Antoine déglutit difficilement. Sophie crispait ses mains sur son sac à main. Ses jointures blanchissant. Concernant la répartition de mes biens, a continué Michel, faisant une pause dramatique. Je lègue l'intégralité de ma fortune, mobilière et immobilière, à une fondation qui sera créée à cet effet après mon décès. Ce fut comme si une bombe avait explosé en silence. Une fondation? A balbutié Antoine. Sa voix soudainement rauque. Quelle fondation? C'est absurde. Laissez-moi finir, a répondu sèchement Michel. Il a ajusté ses lunettes. Cette fondation portera le nom de Fondation Hélène et Henri Blanchard. Son but sera double. Premièrement, elle assurera la préservation de l'héritage culturel et artisanal de l'industrie de la soie à Lyon. Deuxièmement, et c'est son objectif principal, elle financera un programme de bourse et de recherche au sein du service de cardiologie de l'hôpital de la Croix-Rousse. Sophie a laissé échapper un petit son étranglé. Le choc laissait place à la panique. Mais... Et nous? Nous sommes tes enfants. La loi protège notre part. La réserve héréditaire. Michel a levé les yeux de son document. Son regard aussi froid que la banquise. C'est exact, madame. La loi française vous garantit une part de l'héritage de votre père. Votre part réservataire. Et votre père? Dans sa grande générosité, a respecté la loi à la lettre. Il a tourné une page. À mon fils, Antoine Blanchard. Je lègue la somme correspondant à sa part minimale légale, à la condition expresse que cette somme soit versée sur un compte bloqué et utilisée exclusivement pour le remboursement de ses dettes professionnelles, dont la liste est annexée. Antoine est devenu blême. Ses dettes. J'avais demandé à Michel de faire des recherches. Mon fils, le grand homme d'affaires, était au bord de la faillite, ayant pris des risques insensés avec l'argent qu'il n'avait pas encore. Ce legs n'était pas un cadeau. C'était une humiliation publique. À ma fille, Sophie Blanchard, a poursuivi l'avocat. Je lègue également la somme correspondant à sa part minimale légale. Il a fait une nouvelle pause. Toutefois, le versement de cette somme est conditionné par la restitution préalable de l'ensemble des bijoux de sa défunte mère, Hélène Blanchard,
qu'elle a soustrait de mon domicile sans mon consentement. Un inventaire détaillé, établi par un commissaire-priseur, est également annexé. Le visage de Sophie s'est décomposé. Les bijoux de ma femme. Je l'avais soupçonné depuis des mois. Des pièces qui disparaissaient, une par une. Elle les volait, pensant que je ne remarquerais rien dans ma prétendue sénilité. Le silence est retombé, lourd, suffocant. Il n'avait pas été déshérité. C'était bien pire. J'avais utilisé la loi. Leur propre obsession pour l'argent, pour leur infliger une punition sur mesure. Je leur donnais exactement ce que la loi exigeait. Rien de plus. Et je le faisais d'une manière qui exposait leurs secrets les plus honteux. C'est Antoine qui a craqué le premier. Il s'est levé d'un bond, faisant basculer sa chaise. Son visage était congestionné par la rage. C'est un complot, a-t-il hurlé, en me pointant du doigt. Tu as perdu la tête. Il t'a manipulé, a-t-il crié en désignant Michel. Nous allons contester ça. Nous allons prouver que tu n'es pas en état de prendre de telles décisions. Nous avons des témoins. Des médecins. C'était l'ouverture que j'attendais. Je me suis redressé dans mon fauteuil roulant. Mon masque de vieillard fragile est tombé. J'ai planté mon regard dans le sien. Un regard que je ne leur avais pas montré depuis des années. Celui du chef d'entreprise qui ne tolérait aucune insubordination. Des médecins ? Ai-je demandé ? Ma voix basse m'éportant dans toute la pièce. Allez-vous appeler les mêmes médecins qui ont accepté votre faux mandat ? Allez-vous parler au comité d'éthique de l'hôpital qui a enquêté sur votre ordonnance de ne pas me réanimer ? Le mot a eu l'effet d'une décharge électrique. Ne pas réanimer. Ils ne pensaient pas que je savais. Leurs visages ont basculé de la colère à la peur pure. Une peur froide et abjecte. Vous pensiez que j'étais aveugle. Ai-je continué, me levant lentement de mon fauteuil, pour leur montrer que je n'étais pas l'invalide qu'ils croyaient. Vous pensiez que j'étais sénile. Vous avez chuchoté dans mon dos. Vous avez volé sous mon toit. Et vous avez attendu ma mort comme on attend un dividende. Mais vous avez commis une erreur. Vous êtes allé trop loin. Vous n'avez pas seulement désiré ma mort. Vous l'avez organisée. Sophie a fondu en larmes. De vraies larmes. Cette fois. Des larmes de terreur. Non. Papa. Ce n'est pas vrai. Nous voulions seulement. Seulement quoi ? L'ai-je coupé ? Ma voix montant d'un cran. Abréger mes souffrances ? Lesquelles ? Celles d'un homme dont le seul crime était de vous aimer trop pour voir votre cupidité ? Vous avez signé mon arrêt de mort pour pouvoir toucher plus vite votre héritage. Vous avez transformé le serment d'un médecin en une licence de tuer. J'ai fait un pas vers eux. Ils ont reculé, comme devant un fantôme. Mais vous avez échoué. Un jeune homme, un étranger, a eu plus de décence, plus de courage, plus de loyauté que mes propres enfants. Il a vu ce que vous étiez. Et il a choisi de sauver ma vie. Alors, ce que vous vouliez me prendre, je le donne à ceux qui le méritent. Je le donne à l'hôpital qui m'a sauvé. Je le donne à l'homme qui a refusé de me laisser mourir. J'étais maintenant tout près d'eux. Je pouvais sentir leur peur. La fondation ne portera pas seulement mon nom et celui de votre mère. Ai-je ajouté. Comme une dernière estocade. J'ai ajouté une clause. Elle sera présidée à vie par le docteur Luc Martel. C'était le coup de grâce. Non seulement ils perdaient l'argent, mais ils devaient voir l'homme qui avait déjoué leur plan en devenir le gardien. L'ironie était totale et dévastatrice. Antoine était sans voix. Sa rage s'était évaporée,
remplacé par une prise de conscience écrasante. Il a regardé Michel. Puis moi. Tout était calculé, a-t-il soufflé. Depuis le début. Depuis le moment où j'ai ouvert les yeux. Ai-je corrigé. Depuis le moment où j'ai compris que les monstres de mes cauchemars n'étaient pas sous mon lit, mais assis à mon chevet. Michel s'est raclé la gorge. La réunion est terminée, a-t-il annoncé. Mon client est encore en convalescence. Il a ouvert la porte de la salle de réunion. Le message était clair. Dehors. Ils sont sortis comme des automates. Sans un mot. Sans un regard en arrière. Ils n'étaient plus mes enfants. Ils étaient des étrangers. Les architectes de leur propre malheur. En les regardant partir, je n'ai ressenti ni tristesse, ni colère. Seulement un vide immense. Le vide laissé par un amour qui avait été assassiné. Je me suis rassis. Une immense fatigue s'abattant sur moi. Michel a posé une main sur mon épaule. Ça va aller? Henri? Oui. Ai-je répondu? En regardant la photo d'Hélène sur le mur. Pour la première fois depuis longtemps? Ça va aller. La justice a été rendue. Mais je savais, au fond de moi, que la vraie épreuve ne faisait que commencer. Comment vivre avec un tel fardeau? Comment reconstruire une vie sur les ruines de sa propre famille? J'avais gagné la guerre, mais j'avais perdu tout ce qui comptait. Ou presque. Le retour à l'hôpital fut étrange. L'air, qui quelques heures auparavant semblait chargé de menaces et de trahison, était maintenant léger. Presque pur. C'était le silence après la tempête. J'avais arraché le poison de ma vie. Mais la plaie était béante. Assis dans mon fauteuil près de la fenêtre, je regardais la ville s'illuminer à la tombée de la nuit. Et je me sentais comme un général victorieux sur un champ de bataille désert. J'avais gagné. Mais à quel prix? Le visage décomposé de mes enfants? Leur panique puis leur résignation vide? Tout cela revenait en vagues. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction. Une sorte de joie vengeresse. Mais il n'y avait rien de tout cela. Seulement un grand froid. Mes enfants ont disparu. Ils ne sont pas revenus à l'hôpital. Ils n'ont pas appelé. C'était comme s'ils avaient été effacés de la surface de la terre. Et de ma vie. Les premiers jours, leur absence était un soulagement. Plus de comédie à jouer. Plus de sourires forcés à arborer. Je pouvais me concentrer sur ma guérison physique. Les infirmières disaient que j'avais fait des progrès spectaculaires. Mon cœur, libéré du poids du mensonge, semblait battre plus fort, plus régulièrement. C'est le docteur Martel qui est devenu mon visiteur le plus assidu. Maintenant que tout était révélé, une sorte de camaraderie timide s'était installée entre nous. Il ne venait plus seulement en tant que médecin, mais en tant qu'ami. Il m'apportait des livres de la bibliothèque de l'hôpital. Nous discutions de l'actualité, de musique, de la vie. Il était intelligent, curieux, et possédait une intégrité qui me rappelait l'homme que j'avais été à son âge. Un après-midi, il est arrivé avec un air embarrassé. Monsieur Blanchard. Henri. J'ai appris pour la fondation. Et pour le rôle que vous voulez me donner. Je ne sais pas quoi dire. C'est un honneur immense. Mais je ne suis qu'un interne. Je ne mérite pas. Je l'ai interrompu d'un geste de la main. Luc. Vous m'avez sauvé la vie. Pas seulement mon corps, mais mon esprit. Vous m'avez montré qu'il y avait encore des gens de principe dans ce monde. La décence n'a pas de grade. Vous présiderez cette fondation non pas pour ce que vous êtes,
Mais pour ce que vous représentez. C'est non négociable. Il a acquiescé, visiblement ému. Puis il a ajouté. Plus bas, et vos enfants? Vous n'avez aucune nouvelle? Aucune. Ai-je répondu? Mon ton plus sec que je ne l'aurais voulu. Et c'est très bien comme ça. Mais était-ce vraiment le cas? La nuit. Quand le silence de l'hôpital n'était rompu que par le bip lointain des moniteurs, les souvenirs revenaient. Pas les souvenirs de leur trahison, mais les autres. Antoine, tout petit, s'endormant sur mes genoux après une histoire. Sophie, le jour de sa première rentrée, sa petite main agrippée à la mienne. Des fantômes d'un passé qui semblait maintenant appartenir à une autre dimension. L'amour d'un père ne meurt pas d'un coup. Il s'atrophie. Se gangrène. Mais il laisse des cicatrices douloureuses. Des membres fantômes qui vous lancent la nuit. La nouvelle de mon miraculeux rétablissement et de la création de la fondation a commencé à se répandre. Maître Dubois, avec une précision diabolique, avait orchestré une campagne de communication subtile. Les journaux locaux ont publié des articles élogieux sur ce grand capitaine d'industrie lyonnais qui, après avoir frôlé la mort, dédiait sa fortune à sa ville et à l'hôpital qu'il avait sauvé. Mon nom était associé à la philanthropie, à la générosité. Le nom de mes enfants, lui, n'était mentionné nulle part. C'était une omission délibérée, un effacement public qui devait être, pour eux, la pire des tortures. Et les conséquences ne se sont pas fait attendre. Michel m'a tenu informé. Antoine, déjà étranglé par les dettes, a vu ses dernières lignes de crédit coupées. La nouvelle de sa rupture avec moi avait fait le tour du petit monde des affaires lyonnais. Personne ne voulait plus prêter à un homme qui n'avait plus le soutien de son père. Son entreprise était en train de sombrer. Il avait voulu mon capital. Il avait perdu le sien. Pour Sophie, le coup fut social. Elle qui aimait tant parader dans les cercles mondains, qui tirait sa légitimité de son nom de famille, se retrouvait soudainement mise au ban. Les invitations se faisaient rares. Les amis d'hier traversaient la rue pour l'éviter. Dans une ville comme Lyon, où la réputation est tout, elle était devenue une paria. Le vol des bijoux de sa mère, une rumeur savamment distillée par Michel, avait achevé de la discréditer. Elle avait voulu briller. Elle était maintenant dans l'ombre. Je savais tout cela. Et pourtant, je ne ressentais aucune joie. Seulement une sorte de justice amère. Grise. Ils avaient eu ce qu'ils méritaient. Mais leur chute ne me rendait pas ma famille. Ma sortie de l'hôpital a été un événement en soi. Une petite foule de journalistes m'attendait à l'entrée. Michel était là. Ainsi que le directeur de l'hôpital et Luc Martel. J'ai dit quelques mots. Remerciant l'équipe médicale. Parlant de l'avenir de la fondation. J'avais l'air d'un patriarche bienveillant. D'un homme en paix avec lui-même. Personne ne pouvait deviner le champ de ruines qu'était ma vie personnelle. Le retour dans mon appartement fut un choc. Le silence, que j'avais autrefois trouvé pesant, était maintenant apaisant. Mais le vide était différent. Ce n'était plus seulement le vide laissé par Hélène. C'était le vide laissé par mes enfants. Leurs photos étaient toujours là. Sur la cheminée. Sur les murs. Des visages souriants d'une époque révolue. Je n'avais pas encore la force de les enlever. Le premier signe que la guerre n'était pas terminée est arrivé une semaine plus tard. C'était une lettre. Une lettre officielle d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. Mes enfants contre-attaquaient. Comme Antoine l'avait hurlé dans le bureau de Michel. Ils contestaient mon Nouveau Testament pour cause des abus de faiblesse et des aliénations mentales.
Ils prétendaient que j'étais un vieil homme malade, manipulé par un avocat cupide et un jeune médecin ambitieux. Ils demandaient une expertise psychiatrique indépendante. Michel m'a appelé dès qu'il a reçu sa copie. Les fous, a-t-il fulminé. Ils n'ont aucune chance. C'est un acte de désespoir pur. Peut-être, ai-je répondu. Mais c'est un acte qui va salir mon nom. Ma réputation. C'est ce qu'ils cherchent. S'ils ne peuvent pas avoir l'argent, ils veulent détruire mon honneur. Le combat changeait de nature. Il passait des salles de réunion feutrées au prétoire public. Il voulait me traîner dans la boue. J'ai senti une vieille flamme se rallumer en moi. La flamme du combattant, de l'entrepreneur qui n'avait jamais reculé devant une OPA hostile. Très bien. S'il voulait la guerre totale, il l'aurait. J'ai accepté l'expertise psychiatrique. J'ai passé 3 heures avec un expert désigné par le tribunal, un psychiatre renommé. Je lui ai tout raconté, sans omettre aucun détail, y compris ma propre douleur, ma propre colère. J'ai fourni le dossier médical complet de l'hôpital, le rapport du comité d'éthique, le rapport graphologique. À la fin de notre entretien, le psychiatre a fermé son carnet. Il m'a regardé longuement. Monsieur Blanchard, a-t-il dit. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes un homme qui a été trahi d'une manière inimaginable. Votre réaction n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe d'une force de caractère extraordinaire. Le rapport de l'expert a été dévastateur pour mes enfants. Il concluait non seulement à ma parfaite santé mentale, mais il soulignait également la nature prédatrice et manipulatrice de la démarche de mes enfants. Leur attaque s'était retournée contre eux. Mais ils n'ont pas abandonné. Leur nouvelle stratégie fut encore plus perverse. Ils se sont tournés vers les médias. Pas les journaux traditionnels, mais les tabloïds. Les sites de rumeurs. Les bas-fonds d'Internet. Des articles ont commencé à apparaître. Anonymes. Remplis d'insinuations. On y parlait d'un patriarche tyrannique qui avait toujours favorisé sa carrière au détriment de sa famille. On y lisait des témoignages de proches décrivant un homme froid et distant. On y voyait des photos de moi. Volées. Où j'avais l'air fatigué et hagard. C'était une campagne de dénigrement, conçue pour détruire l'image publique que j'avais mis toute une vie à construire. J'étais blessé. Profondément. Ils n'attaquaient plus seulement mon argent ou ma santé mentale. Ils attaquaient ma mémoire, mon histoire, l'amour que j'avais eu pour leur mère. Ils essayaient de réécrire le passé pour justifier leur trahison. C'est là que j'ai compris que je devais leur porter le coup final. Un coup qu'ils ne verraient jamais venir. Et dont ils ne se relèveraient pas. J'ai appelé Michel. Michel. Je veux que tu organises une conférence de presse. Dans la plus grande salle de l'hôtel de ville. Je veux que toute la presse lyonnaise soit là. Et je veux que tu t'assures que mes enfants reçoivent une invitation personnelle. Dis-leur que je suis prêt à négocier. Michel a hésité. Henri. Es-tu sûr? T'exposer comme ça. Je suis certain. Ai-je coupé? Il est temps de mettre un terme à cette histoire. Une bonne fois pour toutes. La nouvelle de la conférence de presse s'est répandue comme une traînée de poudre. Lyon est une grande ville, mais c'est aussi un petit village. L'affaire Blanchard était devenue le sujet de toutes les conversations. Un drame familial bourgeois qui fascinait et horrifia à la fois. L'idée que je sois prêt à négocier a été interprétée par tous, et surtout par mes enfants, comme un signe de faiblesse. Ils pensaient que la campagne de dénigrement avait porté ses fruits. Que le vieil homme était à bout et prêt à acheter la paix à n'importe quel prix. C'était exactement l'impression que je voulais donner. Ils ont accepté l'invitation.
Bien sûr. Leur avocat a informé Michel qu'il serait présent, dans un esprit de réconciliation. La comédie continuait. Jusqu'au bout. Ils ne se doutaient pas qu'ils ne venaient pas à une négociation, mais à leur propre procès public. La salle de l'hôtel de ville était bondée. Les flashs des photographes crépitaient. Les caméras de télévision étaient alignées au fond de la salle. Il y avait les journalistes de la presse locale, quelques correspondants de Paris, et même le directeur de l'hôpital et quelques membres du personnel, que j'avais personnellement invités. J'étais assis à une longue table sur une estrade, avec Michel à ma droite et le docteur Luc Martel à ma gauche. J'avais insisté pour que Luc soit là. Sa présence était un symbole. Un rappel silencieux de l'enjeu réel de toute cette affaire, une vie sauvée. Antoine et Sophie sont entrés les derniers, se frayant un chemin à travers la foule. Ils avaient soigné leur apparence. Antoine portait un costume sombre, l'air grave d'un homme d'État venu résoudre une crise. Sophie était vêtue de noir, son visage pâle et ses yeux rougis, comme si elle avait passé des nuits à pleurer. Ils étaient les victimes parfaites. Ils se sont assis au premier rang, face à moi, leurs avocats à leur côté. Quand le silence se fut fait, Michel s'est levé. Il a fait une brève déclaration, rappelant le contexte, ma sortie de l'hôpital, la création de la fondation, et les récentes contestations judiciaires et médiatiques. Puis il m'a donné la parole. Je me suis approché lentement du micro. J'ai laissé le silence s'installer, balayant la salle du regard, m'arrêtant quelques secondes sur les visages de mes enfants. Ils me regardaient avec un mélange d'appréhension et de triomphe contenu. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Ai-je commencé? Ma voix claire et ferme, sans la moindre trace de faiblesse. Je vous ai conviés aujourd'hui car mon nom, le nom de ma famille, a été traîné dans la boue. On m'a décrit comme un père tyrannique, un homme d'affaires sans cœur, un vieillard sénile. Mes propres enfants ont publiquement remis en cause ma santé mentale. Je suis ici pour rétablir la vérité. J'ai fait une pause. Il est vrai que ma relation avec mes enfants est compliquée. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un pas vers eux. J'ai décidé de leur offrir ce qu'ils semblent vouloir plus que tout. Au premier rang, j'ai vu Antoine se pencher vers son avocat. Un sourire satisfait aux lèvres. Sophie a sorti son mouchoir, se préparant à verser une larme de réconciliation. Ils pensaient que j'allais céder. Leur donner une part plus importante de l'héritage? Acheter leur silence. J'ai donc décidé de leur léguer la vérité. Ai-je continué? Mon ton changeant, devenant plus dur. Toute la vérité. Car c'est le seul héritage qu'ils méritent désormais. Sur l'écran géant derrière moi, qui jusqu'alors affichait le blason de la ville de Lyon, une image est apparue. C'était un document. Le fameux mandat de protection future. Et à côté, le rapport de l'expert graphologue, avec ma vraie signature et la fausse encerclée en rouge. Un murmure a parcouru la salle. Voici le document que mes enfants ont utilisé pour tenter de me faire passer pour fou. Ai-je expliqué? Info. La première pierre de leur plan. Puis, une autre image. La notification de l'ordonnance de ne pas réanimer. Tirée de mon dossier médical. Et voici la deuxième pierre. L'arme avec laquelle ils comptaient finir le travail. Une signature qui aurait dû me condamner à mort si un imprévu survenait lors de mon opération. La stupeur était palpable. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes. Les flashs crépitaient sans discontinuer. Le visage de mes enfants s'était figé dans une expression d'horreur absolue. Mais, comme vous le savez,
Un imprévu est survenu. Et un homme, ici présent, a refusé de laisser une signature l'emporter sur une vie. J'ai posé ma main sur l'épaule de Luc Martel. Il était pâle. Mais son regard était droit. Mes enfants ont tout nié? Ai-je poursuivi? Ma voix emplie d'une colère froide. Ils ont prétendu agir par amour, pour m'éviter de souffrir. Ils ont sali ma mémoire et celle de leur mère pour se faire passer pour des victimes. Mais les mensonges, aussi gros soient-ils, finissent toujours par s'effondrer. J'ai sorti une petite clé USB de ma poche. J'ai hésité à faire cela. C'est une chose terrible de devoir exposer la cruauté de ses propres enfants. Mais ils m'ont forcé la main. J'ai inséré la clé dans un ordinateur portable posé sur la table. Il y a quelques années, sentant ma santé décliner, j'ai installé un système de sécurité discret dans mon bureau. Il enregistre le son. J'avais presque oublié son existence. Mais après mon réveil, je m'en suis souvenu. J'ai cliqué sur un fichier. Et la voix de mon fils a empli la salle. C'était un enregistrement de la conversation que j'avais eue avec eux. 2 semaines avant mon opération. Ma voix, enregistrement, je veux vivre. Quoi qu'il arrive. Je veux que vous exigiez qu'il fasse absolument tout. C'est clair? La voix d'Antoine, enregistrement. Après une pause, c'est noté. Papa. On fera ce qu'il faut. Puis. J'ai lancé un deuxième enregistrement. Celui-ci était plus récent. Il datait de la veille de ma sortie de l'hôpital. J'avais laissé le dictaphone de mon téléphone allumé quand j'étais sortie de la chambre pour un examen. Mes enfants, pensant être seuls, avaient eu une conversation. La voix de Sophie, enregistrement. Sifflante, il sait. J'en suis sûre. Il nous regarde différemment. La voix d'Antoine, enregistrement, ne sois pas paranoïaque. C'est un vieillard confus. Le plan a échoué. C'est tout. Maintenant, on passe au plan B. On le discrédite. On le fait passer pour fou. S'il ne veut pas nous donner l'argent, on détruira au moins sa précieuse réputation. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. L'enregistrement était d'une clarté parfaite. Il n'y avait aucune ambiguïté. C'était la preuve irréfutable de leur préméditation, de leur cruauté et de leur complot. J'ai regardé Antoine et Sophie. Ils étaient anéantis. Leurs visages étaient des masques de cire. Leurs yeux vides. Ils ne cherchaient même plus à fuir ou à se justifier. Ils étaient pris au piège, exposés à la vue de tous. J'ai repris le micro une dernière fois. Voilà mon héritage pour vous. Antoine. Sophie. La vérité. Elle est maintenant publique. Vous allez devoir vivre avec elle. Vous vouliez ma fortune. Mais vous avez perdu bien plus. Vous avez perdu votre nom. Vous avez perdu votre honneur. Et vous m'avez perdu. Pour toujours. Je me suis retournée. Et avec Michel et Luc à mes côtés, j'ai quitté l'estrade, laissant derrière moi le chaos des questions des journalistes et les ruines fumantes de la vie de mes enfants. En sortant de l'hôtel de ville, l'air frais de Lyon m'a semblé plus respirable que jamais. La guerre était finie. Après la conférence de presse, un étrange calme s'est installé. Le scandale a explosé? Bien sûr. Les journaux en ont fait leur chou gras pendant des jours. Le drame des Blanchards, cupidité, trahison et justice filiale. Les enregistrements audio tournaient en boucle sur les chaînes d'information. Antoine et Sophie sont devenus des parias? Leur visage synonyme de la pire des trahisons. Ils ont disparu de la circulation, se tairant dans un silence honteux. Michel m'a informé qu'ils avaient quitté Lyon.
Probablement pour tenter de se faire oublier quelque part où le nom Blanchard n'évoquait rien. Je n'ai cherché à savoir ni où, ni comment. Pour moi, ils étaient partis le jour où ils avaient signé cet ordre infâme. Le reste n'était qu'un épilogue sordide. Je suis rentré chez moi. Dans cet appartement soudainement trop grand, trop silencieux. J'avais gagné. J'avais protégé mon honneur. J'avais assuré un avenir à ma mémoire et à celle d'Hélène. Mais la victoire avait un goût de cendre. La nuit. Le silence n'était plus seulement l'absence de bruit. C'était une présence. Une entité qui me rappelait tout ce que j'avais perdu. J'avais coupé les branches pourries de mon arbre généalogique. Mais l'arbre lui-même était maintenant terriblement seul. Mes journées ont pris un nouveau rythme. Celui de la reconstruction. Pas celle de ma santé physique, qui s'améliorait de jour en jour, mais celle de ma vie. Je me suis plongé à corps perdu dans la création de la fondation. Les réunions avec Michel, avec les avocats fiscalistes, avec les représentants de l'hôpital, sont devenus ma raison de me lever le matin. Le projet était ambitieux. Il ne s'agissait pas seulement de signer un chèque. Je voulais créer quelque chose de durable, de vivant. Luc Martel était à mes côtés à chaque étape. Notre relation s'est approfondie, dépassant le cadre de la gratitude. Je voyais en lui une sorte de pureté, un idéalisme que je croyais disparu. Il était mal à l'aise avec l'idée de présider la fondation, mais il était passionné par le potentiel qu'elle représentait pour la recherche médicale et pour les jeunes médecins comme lui. Il est devenu le fils que j'aurais aimé avoir. Un fils non par le sang, mais par l'esprit. Nous avons passé des heures ensemble, dans mon bureau, à dessiner les contours de la fondation. Le premier volet, dédié à l'industrie de la soie, était mon hommage au passé, à mes racines. Nous avons prévu de financer la restauration d'archives, de soutenir de jeunes artisans, de créer un musée vivant du savoir-faire lyonnais. C'était ma façon de dire à la ville que je ne l'avais pas oubliée. Mais c'est le second volet, le volet médical, qui était le cœur du projet. C'était l'avenir. Luc a proposé des idées brillantes, un programme de bourse pour les internes issus de milieux modestes, le financement d'équipements de pointe pour la recherche sur les maladies cardiaques, un fonds d'urgence pour les familles de patients en difficulté. Il voulait que la fondation soit un bouclier contre les injustices, qu'elles soient sociales ou médicales. Il voulait transformer l'argent qui avait failli causer ma mort en un instrument de vie. En travaillant avec lui, j'ai commencé à guérir. La colère froide qui m'habitait s'est lentement dissipée, remplacée par un sentiment de but. Mon histoire n'était plus seulement une tragédie personnelle. Elle devenait un catalyseur, une force de changement. La trahison de mes enfants, aussi terrible soit-elle, avait donné naissance à quelque chose de beau. C'était une maigre consolation, mais c'était une consolation tout de même. J'ai commencé à faire des choses que je n'avais pas faites depuis des années. J'ai enlevé les photos de mes enfants de la cheminée. Ce fut un geste difficile. Comme amputer un membre mort. Mais une fois fait, l'air de la pièce a semblé plus léger. J'ai commencé à inviter des gens à dîner. Michel et sa femme. Luc. Le professeur Allègre. Je réapprenais à vivre, à rire. Je découvrais que la famille n'est pas seulement celle que l'on nous donne, mais aussi celle que l'on choisit. Pourtant, le passé n'était jamais très loin. Un jour, en rangeant de vieux papiers, je suis tombée sur un album de photos d'enfance. Antoine et Sophie. Des images de bonheur innocent. Une sortie à la plage. Un anniversaire. Noël. Sur chaque photo, leur sourire était éclatant,
leurs yeux pleins de confiance. Je me suis assis dans mon fauteuil, l'album sur les genoux, et pour la première fois depuis mon réveil, j'ai pleuré. J'ai pleuré non pas l'homme qu'ils étaient devenus, mais les enfants qu'ils avaient été. J'ai pleuré la promesse perdue. L'amour qui s'était corrompu et transformé en poison. J'ai pleuré le père que j'avais été. Incapable de voir le mal qui grandissait dans le cœur de ceux que j'aimais le plus. Cette crise de larmes fut une catharsis. Elle a lavé les dernières scories de ma colère. Il ne restait plus que la tristesse. Une tristesse immense et profonde. Mais une tristesse propre. Sans la haine qui l'avait souillée. J'ai compris que je ne pourrais jamais leur pardonner. Mais peut-être. Un jour. Pourrais-je arriver à un état de paix avec ce qui s'était passé. Le lancement officiel de la Fondation Hélène et Henri Blanchard a eu lieu 6 mois après ma sortie de l'hôpital. La cérémonie s'est déroulée dans le grand amphithéâtre de l'Hôtel-Dieu. Un lieu chargé d'histoire médicale et lyonnaise. Le Toulion était là, le maire, les notables, les médecins, les universitaires. J'ai pris la parole. J'ai parlé d'Hélène, de son amour pour cette ville. J'ai parlé de l'importance de la transmission, de la nécessité de construire des ponts entre le passé et l'avenir. Et puis, j'ai parlé de ma seconde chance. Je n'ai pas mentionné mes enfants. Je n'en avais pas besoin. Leur histoire était connue de tous. J'ai simplement dit, la vie m'a été rendue grâce au courage et à l'intégrité d'un homme qui a choisi de suivre sa conscience plutôt que les ordres. Cet acte m'a appris que la plus grande richesse que l'on puisse léguer n'est pas l'argent, mais les valeurs. C'est pourquoi cette fondation ne sera pas seulement un instrument financier. Elle sera un testament. Le testament d'une conviction, qu'une seule bonne décision, un seul acte de courage, peut racheter la plus sombre des trahisons. J'ai ensuite officiellement nommé Luc Martel président de la fondation. Il est monté sur scène, ovationné par l'Assemblée. Il a parlé avec une humilité et une passion qui ont ému tout le monde. Il a esquissé sa vision pour l'avenir. Une vision pleine d'espoir et d'humanité. En le regardant, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Mon héritage était entre de bonnes mains. Après la cérémonie, alors que je recevais les félicitations, un huissier de justice s'est approché de moi discrètement. Il m'a tendu une enveloppe. Mon cœur s'est serré. Je pensais que c'était une nouvelle procédure, une nouvelle attaque. Je l'ai ouverte avec appréhension. À l'intérieur, il n'y avait pas de document juridique. Juste une seule feuille de papier, pliée en 4. C'était une lettre. L'écriture était tremblante, presque illisible. C'était celle de Sophie. Je me suis éloignée de la foule, cherchant un coin tranquille dans le grand hall de l'Hôtel-Dieu. Mes mains tremblaient légèrement en dépliant la lettre de Sophie. Les mots semblaient avoir été écrits dans la précipitation, maculés de ce qui ressemblait à des larmes séchées. Papa, commençait-elle. Le mot seul était un poignard. Je ne sais même pas si tu liras ceci. Je n'ai aucune excuse, aucun droit de te demander quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches. Pas pour que tu pardonnes, mais juste pour que tu saches. Elle racontait leur chute. La honte. L'isolement. Le mépris de tous. Antoine, disait-elle, avait tout perdu. Son entreprise avait fait faillite. Sa femme l'avait quitté. Il s'était réfugié dans l'alcool, devenant l'ombre amère de l'homme qu'il avait été. Elle-même vivait dans un petit appartement, ayant vendu tout ce qu'elle pouvait pour survivre. Elle parlait d'une vie sans but, hantée par le visage de son père dans la salle de conférence, par le son de sa propre voix sur cet enregistrement. Ce n'est pas la perte de l'argent qui nous a détruits, écrivait-elle.
C'est la perte de tout le reste. C'est de se voir dans le miroir chaque matin et de voir un monstre. Tu as toujours dit que le plus grand capital d'un homme était son nom. Nous avons détruit le nôtre. Et en essayant de voler ton avenir, nous avons anéanti notre propre passé. Tout est devenu mensonge. La fin de la lettre était presque un murmure. Je ne demande pas ton amour. Je sais que je l'ai tué. Mais je voulais te dire une chose. Une seule chose vraie. Le jour de ton opération, quand ton cœur s'est arrêté. Pendant une seconde. Une seule. J'ai eu peur. Pas peur de perdre l'argent. Peur de te perdre. C'est le seul souvenir de moi auquel je peux encore m'accrocher. Pardonne à la petite fille que j'étais. L'adulte. Elle. Ne le mérite pas. J'ai replié la lettre. Le froid dans ma poitrine s'était mué en une douleur sourde. Familière. C'était la douleur du deuil. Je ne faisais pas le deuil de mes enfants vivants, mais des enfants qu'ils auraient pu être. La lettre ne changeait rien. Et pourtant, elle changeait tout. Elle ne contenait pas d'excuses, mais un constat. Le constat de leur propre damnation. Ma vengeance était complète. Et elle était bien plus terrible que je ne l'avais jamais imaginé. Je leur avais enlevé leur fortune. Mais le monde leur avait enlevé leur âme. Luc m'a rejoint. Un verre de champagne à la main. Henri. Tout va bien? Tu as l'air. Ailleurs. J'ai glissé la lettre dans ma poche. C'était juste. Une vieille affaire à régler. C'est fini maintenant. J'ai regardé la foule qui célébrait la naissance de la fondation. J'ai vu l'enthousiasme sur les visages des jeunes médecins boursiers. J'ai vu l'espoir dans les yeux du directeur de l'hôpital. Mon héritage n'était plus dans les mains d'Antoine et de Sophie. Il était là. Vivant. Vibrant. Tourné vers l'avenir. J'avais transformé le pire de ma vie en quelque chose de bon. Les années qui ont suivi ont été paisibles. La Fondation Hélène et Henri Blanchard est devenue une institution respectée à Lyon et dans toute la France. Sous la direction de Luc, elle a financé des avancées médicales qui ont sauvé d'innombrables vies. J'ai assisté à chaque cérémonie. À chaque inauguration. Non pas comme un fondateur distant, mais comme un grand-père fier de ses réalisations. Ma famille. C'étaient désormais ces jeunes chercheurs. Ces patients reconnaissants. Ces artisans dont le savoir-faire était préservé. Je n'ai plus jamais revu Antoine. Michel m'a appris. Des années plus tard. Qu'il était décédé d'une cirrhose. Seul. Dans une autre ville. La nouvelle m'a laissé un sentiment de gâchis infini. Quant à Sophie. Je n'ai reçu qu'un autre signe d'elle. Un an après la cérémonie. Pour mon anniversaire. Un petit paquet est arrivé. À l'intérieur. Sans un mot. Se trouvaient tous les bijoux de ma femme. Hélène. Même la petite broche que je lui avais offerte pour notre premier anniversaire de mariage. Celle que je croyais perdue à jamais. C'était sa façon de dire qu'elle avait compris. Ma vie s'est achevée bien des années plus tard. À l'âge de 90 ans. Je suis partie dans mon sommeil. Dans mon appartement. Entourée des souvenirs intacts de ma femme. Luc était à mon chevet. Comme un fils. Il m'a raconté que mes derniers mots. Dans un demi-sommeil. Furent, Hélène. Je rentre à la maison. La scène finale de mon histoire ne se déroule pas dans une salle de conférence ou un tribunal. Elle se déroule des années après ma mort. Dans le grand hall de l'hôpital de la Croix-Rousse. Une jeune interne en cardiologie. Bénéficiaire d'une bourse de la Fondation Blanchard. Se dépêche. Elle est en retard. Elle passe devant un grand mur de marbre où sont gravés les noms des grands donateurs. Elle y passe tous les jours.
sans jamais vraiment y prêter attention. Mais ce jour-là, pour une raison qu'elle ignore, son regard est attiré par un nom en particulier. En haut de la liste, Fondation Hélène et Henri Blanchard. En dessous, une citation que j'avais choisie: on ne lègue pas seulement ce que l'on possède, mais ce que l'on est. Elle s'arrête une seconde. Elle pense à ses études, payées par cette fondation. Elle pense à l'équipement de pointe qu'elle utilise, financé par cette fondation. Elle pense à la vie qu'elle va pouvoir sauver aujourd'hui, en partie grâce à cet homme dont elle ne sait rien, si ce n'est son nom sur un mur. Elle esquisse un petit sourire de gratitude, un remerciement silencieux à travers le temps, puis elle reprend sa course pour aller sauver une vie. Mon nom, que mes enfants avaient tenté de détruire, était devenu synonyme d'espoir. Ma fortune, qu'ils avaient convoitée au point de me vouloir mort, était devenue une source de vie pour des milliers d'autres. Ils avaient voulu rédiger mon ordonnance finale. Mais à la fin, c'est moi qui avais écrit la leur. Et la mienne. Et c'était une bien meilleure histoire.